Au sommaire de ce journal, formation technique et professionnelle. 21 étudiants du Japan Corner de l'université Félix Houphouët-Boigny ont reçu leur parchemin de fin de formation. À Yamoussoukro, 350 nouveaux parachutistes des FACI reçoivent leur diplôme de fin de stage. Nous irons à San Pedro pour parler d'entrepreneuriat. Une journée locale du Club des entrepreneurs s'est tenue. Et puis à Grand-Laou, la direction de la zone nord-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves a tenu la 4e session du comité de gestion locale. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Après son inauguration, il y a 6 mois de cela, le Centre pour la promotion de la langue et des études japonaises, Japan Corner, de l'université Félix Houphouët-Boigny a célébré la sortie de sa première promotion. 17 étudiants de l'université ayant bénéficié d'une formation de 3 mois ont reçu leur parchemin de fin de formation. Une formation qui répond à l'objectif du Japan, celui de faire la promotion de la langue japonaise en Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Richard Akeke. C'est grâce au Centre de promotion de la langue et des études japonaises, Japan Corner, de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, que Kanté Aboubakar peut déjà s'exprimer en japonais. Après 3 mois de formation, du 17 septembre au 14 décembre 2023, 17 autres étudiants, comme lui, se sont lancés dans l'apprentissage de la langue japonaise. Pendant cette période de formation, les apprenants ont passé en revue l'écriture, la conjugaison avec une immersion dans la culture japonaise. Tout comme Kanté Aboubakar et Zokora Lionel, parler le japonais est un privilège pour se lancer dans la science. C'était très riche, c'était très riche. Comme vous pouvez voir, la salle est très bien équipée en multimédia. En plus de cela, on a reçu des fiches pour approfondir notre connaissance en langue japonaise. Et comme vous l'avez vu dans le discours, j'ai dit que ça ne s'est pas limité uniquement qu'au manuel d'instruction. Nous avons voyagé culturellement aussi au Japon à travers des vidéos. Cette formation répond aux ambitions du Japan Corner à faire connaître et promouvoir la culture et la langue japonaise aux jeunes étudiants ivoiriens. Ce que j'entends bien, le japonais qu'il parle, c'est vraiment le niveau de la langue japonaise, je crois que très élevé. Et oui, au cours d'un an, en fait, j'ai vraiment compris que le niveau de la langue japonaise ici à Abidjan est extrêmement plus élevé qu'avant. L'objectif recherché, c'est de permettre à des Ivoiriens, ou je dirais tout simplement à des habitants de la Côte d'Ivoire, de se familiariser avec la culture japonaise et d'apprendre la langue sans être parti au Japon. Cette sortie de la première promotion au Japan Corner est un premier pas qui va sans doute valoriser et orienter les apprenants vers la science et la recherche. La cérémonie s'est achevée par la remise des attestations aux apprenants. Les inscriptions sont ouvertes pour la formation des nouveaux étudiants ici au Japan Corner situé au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Toujours dans le cadre de la formation, ils ont été sélectionnés pour une formation au Canada et au Ghana. Ce sont les meilleurs élèves de la formation technique et professionnelle qui ont été présentés officiellement au ministre de tutelle. Avant leur départ, les récipiendaires ont reçu leur attestation et des conseils ce vendredi au lycée technique d'Abidjan. C'était en présence de Anja Sémian et Tima Traoré. Ce sont les pionniers d'un programme qui se veut perpétuel. 21 étudiants sélectionnés selon des critères de performance reçoivent leur attestation de bourse d'études et les documents de voyage pour le bon déroulement de leurs études. Ils iront au Canada au titre de l'année 2023-2024, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords de partenariat avec la Fédération Cégep du Canada et le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Donc ils vont aller pour étudier durant 3 années, mais dans les domaines de la technologie, de pointe, des disciplines que notre pays recherche pour son développement industriel. Et donc ces jeunes vont aller durant 3 ans faire la formation dans ces cégep
et revenir avec un savoir-faire, avec une bonne compétence et surtout avec des réseaux qui leur permettront soit de s'installer à leur propre compte, soit d'être intégrés dans différentes entreprises. Absolument, c'est une satisfaction et c'est un honneur pour le Canada, pour le Québec. Nous tenons à remercier son Excellence, M. Alassane Ouattara, le Président de la République, pour la confiance placée dans le Canada, dans la province de Québec et la confiance de M. le ministre. Vraiment, c'est un honneur pour nous d'accueillir ces étudiants. Ces 17 garçons et 4 filles seront formés pendant 3 ans dans les domaines tels que la mécanique, la gestion des eaux, la technique des laboratoires, la biotechnologie, technologie du génie civil, technologie de l'architecture. Par ailleurs, 10 autres étudiants iront au Ghana pour une formation de 2 ans, une fierté pour leurs parents. Déjà, c'est un très grand plaisir. Ce n'est pas donné à tout le monde de voir son fils aller au Canada pour des études. Et là, vraiment, je tiens à remercier le gouvernement pour l'effort qu'il faut pour nos enfants. Oui, je suis très heureuse parce qu'avoir une bourse, ce n'est pas la porte d'à côté. Et c'est une grâce. La présentation officielle des étudiants boursiers pour la rentrée académique 2023-2024 dans les établissements Cégep Québec du Canada et l'université privée Ndom School of Business and Technology du Ghana marque un tournant dans la formation technique et professionnelle. Notons que c'était au départ 50 étudiants qui ont passé le test de sélection. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, 350 parachutistes sont venus grossir le nombre de commandos parachutistes des forces armées de Côte d'Ivoire depuis mercredi 3 janvier 2024, après la remise de leur attestation sanctionnant un stage de formation. Ce stage est le fruit d'un partenariat militaire opérationnel entre les FACI et les forces armées royales du Maroc. Pierre Tebe nous commente le reportage de Charles Kouakou. Ces 350 soldats, dont 9 femmes issues des unités commando des forces armées de Côte d'Ivoire FACI, ont satisfait aux conditions d'obtention du brevet de parachutiste de combat. Ils ont, pendant leur stage, effectué 6 sauts à 400 mètres d'altitude depuis un aéronef. Ce stage de 60 jours est le fruit d'un partenariat militaire opérationnel entre les FACI et les forces armées royales, FARC, du Maroc, qui ont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire des instructeurs et des équipements en soutien des moyens aériens pour permettre cette formation de masse. Le détachement a été déployé par tous les moyens matériels d'instruction et de parachutage, un avion C-130 des forces royales pour assurer la formation de 350 parachutistes des forces armées de Côte d'Ivoire. Ceci vient bien sûr consolider davantage une coopération bilatérale fructueuse à la faveur d'une vision commune de Sa Majesté le roi Mohamed VI et son Excellence le Président Alassane Ouattara pour le développement et la prospérité des deux pays. La formation en nombre de ces parachutistes est en droite ligne avec la cohésion capacitaire prévue par la vision FACI 2025, selon laquelle chaque composante, commandement ou corps doit obtenir les capacités spécifiques de son contrat opérationnel. Officiers, sous-officiers, militaires du rang stagiaire, vous avez été choisis, triés sur le volet, à travers une sélection des plus rigoureuses. Votre présence en ces lieux est le reflet de votre sérieux et du travail acharné que vous avez déployé pour obtenir ces résultats. Aujourd'hui, en abordant si fièrement cet insigne, vous embrassez une tradition, une fraternité, une manière d'être qui impose l'adoption d'un état d'esprit, celui de l'esprit parent. Les instructeurs ont tous été félicités et pour certains décorés.
Le conseil régional de Beké a tenu récemment sa dernière session ordinaire de l'année 2023. À cette réunion, l'ensemble des conseillers régionaux a voté à l'unanimité le budget primitif de l'exercice 2024 qui s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 2,809 milliards de francs CFA. Le commentaire de Emmanuel Bonzo. L'exercice 2024, le budget primitif du Conseil régional de Beké se chiffre à la somme de 2,809 milliards de francs CFA contre 2,638 milliards de francs CFA pour l'année dernière. Il s'équilibre en recettes et en dépenses et connaît une hausse de 6,08% correspondant à 170,9 millions de francs CFA. De façon globale, ce budget va servir au fonctionnement du Conseil et surtout aux investissements inscrits dans le programme triennal 2024-2026 chiffré à 11,426 milliards de francs CFA. Durant les travaux, des structures spécialisées comme le Césaire ont fait des recommandations au bureau du Conseil afin de mener à bien les initiatives de transformation et de développement de la région. Dès que nous avons été élus et installés, nous nous sommes attelés à préparer un programme triennal. La suite logique, c'est de traduire ce programme triennal en budget pour nous donner les moyens nécessaires pour commencer à travailler sur les problèmes de nos parents. Et c'est ce budget que nous avons soumis à l'ensemble des conseillers et il a été adopté à l'unanimité. Je voudrais saluer l'ensemble des conseillers pour leur esprit constructif. Les budgets qu'on nous alloue pour travailler au niveau de l'État ne sont pas suffisants. Je pense que le président Assaouré, de sa position de ministre de l'Environnement, peut effectivement recueillir quelques ressources additionnelles pour développer le Beké. Un conseil régional ne peut vraiment fonctionner que s'il y a un financement. Et là, notre président Assaouré est un monsieur qui va nous donner beaucoup d'espoir. Avec l'adoption de ce budget, le Conseil régional de Beké entend intensifier la marche de développement de la région. Le club des entrepreneurs PIDUCAS IECD a organisé la journée locale des entrepreneurs à San Pedro. Il était question de présenter le club des autorités locales, mais aussi de faciliter les échanges entre ses membres et ceux d'autres réseaux existants. La cérémonie a été parrainée par le directeur général d'une compagnie de transport. Le reportage de Abel Kwao Diekou de Silva, commenté par Michel Brou. C'est une journée locale des entrepreneurs PIDUCAS IECD. Cette journée a été marquée par un masterclass autour du thème « La transformation digitale », suivi de panels, des expositions ventes, des rencontres B2B. Le président du club des entrepreneurs PIDUCAS IECD San Pedro, Sonny Nguessandier, donne l'objectif de l'organisation d'une telle journée. Nous avons été accompagnés. Nous avons été financés par la Banque mondiale et je l'ai dit depuis 2021, cette journée-là, pour non seulement présenter le club aux autorités, mais aussi faire en sorte que tous les entrepreneurs soient en contact, qu'il y ait des échanges entre les entrepreneurs. Donc d'où la création du club qui se veut vraiment un réseau d'entrepreneurs dynamiques, un réseau d'entrepreneurs performants. Eric Coco, chargé de développement de l'Institut européen de coopération et de développement sur le programme PIDUCAS, retrace l'historique de ce club des entrepreneurs. Au-delà de ce que vous avez vu aujourd'hui, il y a un réseau qui est déjà créé. Il y aura aussi des rencontres B2B qui permettront aux entreprises ou aux entrepreneurs présents actuellement sur le site de pouvoir développer leurs relations d'affaires. Ici, ce qu'ils doivent retenir à la fin de cette journée, c'est de savoir que le PIDUCAS, à travers l'agent d'exécution IECD, sont là pour les entreprises. Je tenais d'abord à saluer cette initiative et nous souhaitons que cela puisse avoir lieu chaque année et cela pourrait promouvoir l'entrepreneuriat dans la région de San Pedro. Notons qu'étaient présentes à cette cérémonie les autorités administratives et politiques de la ville. Le club des entrepreneurs PIDUCAS IECD de San Pedro comprend plus de 70 membres. La direction de la zone nord-est de l'OIPR, Office ivoirien des parcs et réserves chargé de la gestion du parc national de la Comoé, a délocalisé ses rencontres périodiques à Grand Laou.
Au cœur de cette rencontre, le bilan de la 4e session du CGL, Comité de gestion locale du parc, dont le plan d'aménagement et de gestion sur la période 2025-2034 a été évoqué. Joseph Assalé. Au cours de cette rencontre, les participants ont été instruits sur les activités menées dans le parc national de la Comoé au titre de l'année 2023. De même, ils ont été informés sur les perspectives de 2024. Le parc national de la Comoé connaît une bonne évolution dans sa conservation et ceci grâce aux partenaires techniques et financiers et à l'État de Côte d'Ivoire. On a pu noter qu'au niveau de la surveillance aérienne a été mise en œuvre. Contrairement aux autres années où on avait un retard dans la mise en œuvre des infrastructures, il y a au moins un démarrage dans la mise en œuvre de ces activités au bénéfice des populations. La Côte d'Ivoire est dans une dynamique de conservation de la biodiversité et de phase d'introduction dans le marché carbone. À la dernière COP, la Côte d'Ivoire a brillé par ces différentes présentations. À juste titre, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui substantiel de la Banque mondiale. Et donc, la Côte d'Ivoire fait partie des 5 pays à bénéficier de ce projet-là. L'aspect sécuritaire du parc national de la Comoé était également au menu des échanges. À ce propos, autorités préfectorales et responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves sont plus que jamais rassurants. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la ville et la population soient en sécurité. Et nous-mêmes encourageons ces actions-là en étant positifs, en étant les premiers à aller dans notre parc. Nous affirmons que le parc est bien sécurisé et nous invitons les Ivoiriens à le visiter. C'est la période favorable. Le parc est ouvert. Venez découvrir la riche faune de la Côte d'Ivoire. La rencontre de Grande Laou a été aussi l'occasion pour les participants de plancher sur le plan d'aménagement et de gestion du parc national de la Comoé sur la période 2025-2034 qui a été du reste validée. Dans le village de Kiendi Oualogo, dans le département de Bondoukou, les chrétiens catholiques, accompagnés par leurs frères et sœurs des autres confessions religieuses, ont prié pour l'unité, la cohésion et le développement du village à l'occasion de l'inauguration du nouvel espace de prière du village. C'était en présence de notre correspondant régional Anissé Kouadio. Voici la nouvelle grotte mariale de prière du village de Kiendi Oualogo, localité située dans le département de Bondoukou. Cette œuvre spirituelle a été dédicacée par Monseigneur Bruno Essoedo, évêque du diocèse de Bondoukou, à la demande de la grande communauté chrétienne catholique de la localité qui voudrait sceller davantage l'union entre les fils et les filles, prier pour les autorités et pour la paix en Côte d'Ivoire. Un autre lieu de prière qui vient s'ajouter à ce que nous avons au niveau du diocèse, qui va donner la possibilité aux fidèles chrétiens de se recueillir, de prier et de recevoir les grâces qui viennent du Seigneur. Kiendi Oualogo, c'est le village de l'épouse du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Aux côtés de M. Kwasi Faustin, fils cadre du village, le donateur de cette grotte mariale dédiée à Notre-Dame de Lourdes, qui veulent renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les populations de la localité. Mon vœu le plus ardent s'est accompli aujourd'hui. Je suis tranquille. La prière dans un lieu où tout le monde peut contempler. Dis merci au donateur. Grâce à lui, Kiendi Oualogo aujourd'hui est heureux d'avoir une grotte. Remerciement au Seigneur pour les grâces, les bienfaits qu'il a accordés aux donateurs pour bâtir non seulement la grotte au bénéfice de l'église. Notons que la chapelle du village de Kiendi Oualogo dépend de la paroisse Sainte-Anne de Bondoukou et l'ensemble des fidèles de cette paroisse ont tous déposé au pied de la mère du Seigneur Jésus leurs supplications afin que les grâces et les faveurs de l'Éternel visitent Kiendi Oualogo pour son développement total pour le bonheur de tous. Les chefs traditionnels et de communautés venus des 4 départements du Cavali ont reçu récemment les félicitations et encouragements de leur fille Anne-Désirée Ouloto pour avoir entretenu la paix et la cohésion dans la région du Cavali. La ministre Anne-Désirée Ouloto a profité de l'occasion pour annoncer de bonnes nouvelles pour la région. Reportage Théodore Kanga. De la paix et de la cohésion sociale dans la région du Cavali est une des priorités majeures de Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique, par ailleurs présidente du conseil régional
du Cavali. Le jeudi 28 décembre 2023, comme il est de coutume, Anne-Désirée Ouloto a rencontré les garants des us et coutumes Oué et les chefs de communauté à la maison des rois et chefs traditionnels de Guiglo pour non seulement leur annoncer de bonnes nouvelles à Guiglo, Bleulequin, tout comme à Toulepleu, où elle a également rencontré les populations. Le message n'a pas varié. Vous savez qu'avec l'ensemble des chefs de canton, chefs de village et chefs de communauté, nous avons mis en place une plateforme de collaboration depuis 2019 pour intensifier nos initiatives en matière de paix et de cohésion sociale. Et les chefs de canton, chefs de village, chefs de communauté ont été mis en mission depuis plusieurs années. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, il est impressionnant. La région du Cavali est devenue une région où il fait bon vivre. Les porte-paroles des différents départements ont salué l'initiative du ministre d'État avant de la féliciter pour ses nombreuses actions de développement dans le Cavali. Par ailleurs, ils ont souligné le problème de terres cultivables dans les départements de Taï et de Bleulequin. La région de Taï est coincée pour les terres cultivables qui sont laissées aux populations entre le parc national de Taï, qu'on ne doit pas toucher, et aujourd'hui la réserve du Cavali, qui est devenue encore une propriété de l'État. Et nous n'avons pas assez de terres pour travailler. Ça aussi, c'est une préoccupation que nous allons soumettre à Madame la ministre afin que quelque chose soit fait pour nos populations. Cette rencontre d'échange avec la chefferie et les populations des 4 départements a permis aux garants des us et coutumes d'évoquer plusieurs autres préoccupations liées à leur survie, notamment l'employabilité des jeunes. En image à présent, la direction des assurances du Gabon relevant du ministère des Finances et des Participations a saisi la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance pour l'informer de la suspension de l'administrateur directeur général d'Ascoma. Ainsi, Michel Valette a été suspendu, entraînant de facto la suspension de la société de courtage jusqu'à la nomination de son successeur en la personne de Alain Boutsaïd. Toujours en image, parlons de gaz naturel liquéfié. Selon des informations publiées récemment à partir des données de suivi des navires, les expéditions gazières des États-Unis ont particulièrement augmenté, faisant du pays le premier fournisseur mondial de GNL devant le Qatar et l'Australie en 2023. En décembre 2023, l'offre américaine de GNL a atteint 8,6 millions de tonnes métriques. À l'échelle annuelle, les expéditions américaines de combustible ont augmenté de 14,7% pour atteindre un total de 88,9 millions de tonnes métriques en 2023. Ceci marque la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.